Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Iki. Alors Iki dans sa nouvelle version 2021 éditée par Sorry We Are French. Ça c'est son ancienne version qui était parue il y a quelques années de ça maintenant, ça commence à dater. Jeu qui avait été très peu distribué en France et pourtant c'est un très bon jeu donc d'origine japonaise. Et là en tout cas nous avons une nouvelle version. Alors vous voyez déjà les boîtes qu'on va pas du tout être sur le même matériel, sur la même iconographie, on va dire que c'est beaucoup plus moderne. Donc dans Iki en fait nous sommes un commerçant, on va arpenter une rue commerçante de Edo au Japon, au 19e siècle, et on va faire en gros des affaires pour résumer et embaucher des artisans. Alors comme vous allez le voir, c'est un jeu dont les règles ne sont pas très compliquées, mais qui est très riche, avec beaucoup de possibilités stratégiques et avec une très bonne rejouabilité. Je vais vous réexpliquer les règles alors que sur la chaîne il y a déjà une vidéo pour cette boîte-là, mais comme elle date un peu, je vous refais une vidéo complète en mettant évidemment en exergue les différences. Alors voilà le plateau principal de Iki dans sa nouvelle version. Alors son ancienne version, le plateau principal était comme ceci. Alors vous voyez que ça n'a pas grand chose à voir. Alors là on est dans quelque chose de très épuré, japonais, inspiré des estampes. Là évidemment on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne. Alors aussi autre chose, il n'y avait qu'un seul plateau dans la version de l'époque on va dire, et puis une adaptation pour 2 joueurs. Bon bah là c'est pareil, il y a une adaptation pour 2 joueurs, mais par contre vous avez un plateau recto verso qui est différent sur une face et sur une autre. Vous voyez les cases là, j'en ai que 3, de l'autre côté j'en ai 4. Avec des règles modifiées. Alors, dans la première mouture, les règles étaient modifiées, mais là elles sont encore plus modifiées de façon à bien adapter à 2 joueurs. Donc déjà, il y a une différence à ce niveau-là sur le mode de joueur. Je vais essayer de ne pas vous oublier de vous le décrire en fin de vidéo. Alors tout d'abord, Iki est un jeu qui se joue en 13 manches, que vous avez ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et une dernière. Ça représente l'année japonaise avec 3 mois pour chaque saison, 4 saisons et le jour de l'an qui est une manche un peu particulière. Alors avant, il y avait ce petit jeton marqueur d'avancée des manches. Bon, aujourd'hui, tout est beaucoup plus joli. L'éditeur Sorry We Are French a fait un gros travail. Donc ça c'est le nouveau marqueur que je vais mettre ici quand on commence et puis on va avancer. Alors évidemment il va se passer des choses et des petites icônes en bas qui rappellent qu'il y a des choses qui vont se passer et puis là des icônes qui rappellent que quand on change de saison évidemment il y a encore d'autres choses qui se passent. Alors pour ça tout de suite je vous le dis c'est une très très bonne chose parce que dans le Iki d'origine il n'y avait pas d'aide de jeu et facilement on oublie des choses. Alors j'avais été obligé de faire moi-même des petites aides comme ça de façon à pas oublier. Bon bah dans cette version là ce n'est pas la peine parce que tout va être écrit. Alors ici vous avez tout qui est écrit bien évidemment pour vous le rappeler, mais vous avez aussi un plateau personnel. Alors ça, il n'y avait pas de plateau personnel dans le premier Iki, avec une phase 3-4 joueurs et 2-3 joueurs, comme pour le plateau principal, enfin 2 joueurs, pardon. Et voilà le plateau personnel. Alors, le plateau personnel sert à stocker différentes choses. Bon, on pourrait s'en passer, stocker des jetons, on peut les mettre devant soi, mais par contre, vous avez ici un cartouche, et puis ici des petites choses, et ici aussi, là, des chiffres qui vous rappellent en permanence les scorings et les différentes étapes de chaque manche. Et ça, s'y était pas, et c'était vraiment problématique. Aujourd'hui, ça y est, et c'est très bien. Et je vous conseille vivement de suivre la frise à chaque manche. Vous allez oublier des trucs, sinon, je vous le garantis. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'ils aient comme ça mis un peu des aides de jeu partout. Et le jeu en est beaucoup plus fluide, puisqu'on n'a qu'à regarder ce qu'on a à faire et on suit sans oublier quoi que ce soit à chaque manche. Alors, je vous le dis tout de suite, à chaque manche, c'est assez simple. On va déplacer son grand meeple, Noyakata, je crois, ça s'appelle comme ceci. Alors, ça, c'est la version actuelle. L'ancienne version, il était comme ça. Alors, il était pas mal, quand même. Enfin bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, on va le déplacer. Regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grandes cases. Et ben, je peux me déplacer d'un certain nombre de cases. Alors ça, évidemment, c'est pas décidé au hasard. Mettons que je puisse à ce tour me déplacer de 3. Et ben, je fais 1, 2, 3. Oui, vous avez vu, vous avez des flèches comme ceci qui tournent, donc on tourne toujours comme ça. Donc je me déplace de 3 et quand j'arrive ici, qu'est-ce que je peux faire? Et bien en fait, vous regardez en face, là vous avez des grands bâtiments. Ben, quand je suis ici, j'ai accès à une échoppe qui est le cartouche ici, donc vous en avez évidemment un pour chaque demi-bâtiment. Et vous avez 2 emplacements ici pour des cartes qui sont des artisans. En fait, quand je vais arriver ici, je vais pouvoir faire 2 actions. Une action sur le cartouche central, ici, de l'échoppe, et une action sur un seul des 2 artisans, s'ils sont là, bien sûr, si on a des cartes à ce niveau-là, mais un seul, si on a 2. Donc voilà, et j'ai fini ma manche. Et une manche, c'est ça. Alors vous dites, bah dites donc, c'est pas beaucoup, on fait 1 ou 2 actions. Oui, mais ce jeu, comme je vous dis, est assez simple, fluide, mais il va falloir bien réfléchir aux actions que l'on fait. Alors, sur les cartes, bien évidemment, il y a eu aussi des gros changements esthétiques, vous allez le voir tout de suite. Voilà, à gauche, les anciennes cartes, à droite, les nouvelles cartes. Bon, bah on n'est pas du tout sur la même esthétique, d'ailleurs même pas sur la même taille. Et d'ailleurs, les artisans, quand ils viennent, bah, ils viennent ici. Ils viennent sur ces zones-là, comme ça, comme je suis en train de vous le mettre. On va voir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ils viennent là, et par exemple, ce joueur-là, il s'est déplacé, il est arrivé là.
il va pouvoir faire l'action de cette échoppe, puis soit l'action de cet artisan, soit l'action de cet artisan. Et on tourne comme ça, et on va évidemment essayer de maximiser nos points de victoire. Vous allez voir comment ça fonctionne, mais ça, c'est la base. Et autant vous le dire tout de suite, on va faire du commerce, vous doutez bien qu'on va avoir des ressources à gérer. Alors avant tout, il y a de l'argent, on fait du commerce, donc ça c'est 1 et ça c'est 4, c'est des mônes. Alors c'est rappelé derrière, vous avez un 4, voilà. Alors dans leur version ancienne, bon c'est assez proche, mais enfin c'est quand même pas tout à fait pareil. Notamment le 4 ne fait pas la même taille, c'est une bonne idée de la part de l'éditeur, de Sorry We Are French. Ensuite nous avons des koban d'or, alors c'est toujours de la monnaie, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. C'est toujours de la monnaie, mais vous allez voir avec un usage un peu particulier. Du riz, que voilà, alors là on n'a pas beaucoup de différence, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau, parce que ce sont des ballots de riz. Et enfin du bois, où là aussi il y a eu un petit effort d'édition, puisque là c'était le bois, c'est un petit cylindre marron, là on a des petites bûches, quoi, tout simplement, un petit tas de 3 bûches, donc c'est plutôt sympa à manipuler. Et enfin des sandales, qui étaient comme ceci avant, et qui sont comme cela maintenant, ça change pas beaucoup, sauf que la forme des sandales correspond plus aux sandales de l'époque rectangulaire, comme ça, que celle qui a été dessinée ici. En tout cas, voilà les ressources, du riz, du bois, de l'argent, des koban d'or et des sandales. Bien, donc à mon tour, je vais me déplacer un certain nombre de cases, je ferai les actions au-dessus, comme je vous l'ai expliqué, mais déjà, comment se définit l'ordre du tour? Là, il y a une petite feinte à bien comprendre. Déjà, vous avez 2 pistes ici, que vous voyez sur la vidéo. La piste de la lutte contre le feu, et ça va être en gros une piste d'initiative, mais qui va aussi dire de combien de cases vous vous déplacez. En effet, on va tous avoir un jeton feu, alors là, c'est le jaune, donc on voit un petit peu moins bien, le feu est dessiné dessus, et on va tous partir à 0 dans la lutte contre le feu. Alors sur l'ancien jeu, c'était des jetons en bois, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc en fait, cette lutte contre le feu, à quoi ça sert? Je vous ai dit qu'on allait mettre des artisans dans ces bâtiments, mais à l'époque des dos, tout était fait en bois et en papier, ça brûlait très très bien, et donc du coup il y avait des incendies réguliers. Et en fait, on va avoir dans le jeu, vous allez le voir, à intervalles réguliers, 3 incendies qui vont se déclencher dans Edo, et si on n'a pas monté correctement notre lutte contre le feu ici, eh ben on peut avoir des artisans qu'on a installés qui brûlent, et donc qui disparaissent, ce qui est pas bien du tout, vous vous en doutez. Donc on va monter ça avec déjà cette petite pression, on va surveiller quand surviennent les incendies, parce qu'il va peut-être falloir grimper. Alors vous verrez, il y a d'autres moyens d'éviter le feu sans grimper sur cette piste, oui c'est possible, il y a beaucoup de possibilités stratégiques dans ce jeu, on va essayer de monter ça pour éviter. Alors ce n'est pas tout, parce que le premier qui est sur cette piste de feu, celui qui est le plus à gauche, et si on a égalité, c'est le dernier qui sera arrivé au niveau considéré, c'est-à-dire en mettant son pion par-dessus, et ben c'est le premier qui va décider l'ordre du tour qui arrive et son nombre de déplacements. Comment cela fonctionne? Donc, je vous rappelle qu'on a notre bonhomme qui tourne comme ça, et bien vous avez la piste ici. On a tous un autre pion comme ça, et on va en début de manche, bien évidemment, alors au passage, dans l'ancien jeu, c'était juste un cylindre, donc c'est mieux comme ça, donc on va décider sur cet endroit-là de combien je me déplace, soit d'1, de 2, de 3 ou de 4 cases à cette manche, donc je sais très bien où je vais arriver. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je me place, donc je veux me déplacer 3 cases. Mais quand je vous dis 3, c'est 3, c'est pas 2, c'est pas 1, c'est 3. Et donc vous irez pile là où vous devez aller. Et le premier à décider d'où il se met ici, c'est celui qui est le plus haut sur la piste du feu. Alors évidemment, vous allez vous dire, waouh, bah ouais, mais alors c'est chaud, parce que si vous voulez aller à 3 cases et que bim, quelqu'un vous le prend, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez à 2 cases, vous allez rien faire à cette manche, il n'y a pas énormément de manches, c'est foutu. Alors évidemment, il y a des moyens de contourner ça. Alors le premier, c'est cette case-là, qui vous autorise un déplacement de 1 ou 4 cases, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, donc vous dites, bah, c'est génial, oui, mais il y a un gros malus en dessous, je vais y revenir. Donc vous avez quand même cette possibilité-là, et ensuite, je vous ai montré tout à l'heure les sandales, on va pouvoir les gagner. Alors il faut savoir que quand vous avez des sandales, vous les stockez là, vous pouvez en stocker autant que vous voulez, et bien lors de votre déplacement, vous pouvez consommer une sandale pour avancer d'une case de plus. Mais si vous en avez 3, vous pouvez consommer 3 sandales pour avancer de 3 cases de plus. Donc, si vous n'êtes pas haut en piste de feu, vous verrez que c'est possible, il faut que vous ayez quand même des sandales. Ça me paraît évident pour pouvoir augmenter votre déplacement en fonction de là où se seront placés les autres. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, l'ordre du tour maintenant, c'est-à-dire l'ordre dans lequel chaque joueur va pouvoir aller déplacer son gros pion, ça dépend de cette piste-là. Et ça va de ici à là. Oui, quand vous déplacez beaucoup de 4, donc vous déplacez de 4 cases, vous serez dernier à jouer. Et quand vous déplacez peu de 1, voire quand vous prenez ça, alors certes 1-4, mais avec le malus ici, vous serez les premiers à jouer. Et ça, c'est important parce que sur les différentes cases où on va faire nos actions, il peut y avoir de la concurrence. Certes, on peut tous y venir, il peut y avoir 3 joueurs sur une même case, ce n'est pas gênant, mais les actions qu'on va faire, si vous y arrivez en premier, parfois ce sera bien mieux que si vous y arrivez en deuxième. Donc il va falloir choisir
monter sur la piste de feu pour se protéger des feux, pour pouvoir se poser son bonhomme ici en premier et avoir le choix, ou alors avoir des sandales de façon à augmenter son déplacement d'autant qu'on veut, et avoir plus de souplesse sur son déplacement. Je le répète, le chiffre qui est indiqué là, c'est un chiffre pile, vous vous déplacez de 3, ni de 2, ni de 4, sauf si vous avez des sandales. Mais quand vous vous placez, en plus, ça définit l'ordre du tour. Donc réfléchissez bien, si vous avez un déplacement à 3, c'est super, vous voulez le faire ça, paf, vous le faites parce que vous voulez aller, mettons lui, il voulait 1, 2, 3, il voulait aller là, sauf, mettons qu'il y a concurrence à ce niveau-là, et il y a un joueur qui est ici, et qui se met là. Lui, il n'a plus qu'à se déplacer de 2, et il arrive ici, mais en plus, il le fera avant vous, puisque l'ordre du tour est donné dans ce sens-là. Donc il se déplace en premier. Faut bien réfléchir. C'est simple, c'est pas complexe, mais par contre, ça demande pas mal de réflexion. Donc ça, c'est les deux pistes importantes. Lutte contre le feu, on va voir sur les incendies, qui décide du premier à se placer là, qui décide du nombre de déplacements qu'on va avoir, la case sur laquelle on va atterrir, et dans quel ordre on va faire ça entre les différents joueurs, l'ordre du tour, tout simplement. N'oubliez pas les sandales, du coup très importante, si vous êtes toujours le dernier à choisir le nombre de cases que vous allez utiliser. Alors il faut juste savoir une chose, c'est qu'à 3 joueurs, dans l'ancienne version, on cachait cette zone-là, c'est-à-dire qu'elle ne marchait pas, cette zone-là à 3 joueurs, elle marche dans cette nouvelle version. Donc on peut l'utiliser à 3 joueurs aussi. Bon, après tout est plus joli, hein. Vous voyez ça c'était le marqueur de score, maintenant c'est une petite fleur, alors pareil je vous montre le jaune, donc on voit pas bien le blanc, mais tout est dessiné dessus. Il y a une petite fleur dessinée, on le met là, et puis on monte sur la piste de score. Bien, donc on a 12 manches, une 13e un peu particulière, il se passe des choses entre chaque saison, il se passe des choses à la fin de chaque manche. Ok, à ma manche je bouge mon bonhomme d'un certain nombre de cases, je peux faire l'action, je le répète, du cartouche et une des deux, ou rien, enfin je fais ce que je veux, mais je peux pas faire les deux actions qui sont là, j'en fais qu'une seule des deux. Et pour ça, regarde, la piste du feu, de lutte contre le feu, le premier choisit où il pose son bonhomme, les bonhommes se posent, hop, chacun agit dans ce sens-là, et se déplace exactement de la valeur indiquée, sauf s'il a des sandales pour se déplacer un petit peu plus loin, ou le premier ici, qui peut se déplacer de 1 à 4 au choix. Dans l'ordre, que va-t-on faire? La première chose, je vous ai dit qu'on va placer des cartes derrière, là, hein. C'est une possibilité, et c'est des artisans, c'est très important. Ces artisans qui vont nous appartenir, on va pouvoir les faire travailler nous, mais on va aussi faire travailler les artisans des autres. Alors, est-ce que c'est bien pour les autres de faire travailler leurs artisans? Oh que oui. Oh bah alors, on va pas le faire, oh que si. Mais ça, c'est à vous de bien calculer votre coût et de mettre des artisans dans cette rue qui sont indispensables à tout le monde, et donc les autres iront. Alors, il faut savoir qu'il y a 1, 2, 3 et 4 saisons, ce n'est pas pour rien, tout marche par saison, y compris les cartes artisans. En effet, vous avez des cartes artisans, je vous montre leur dos, vous voyez, elles ne sont pas de la même couleur, tout simplement parce qu'elles correspondent aux différentes saisons. Donc quand on commence avec la première saison. Alors celle-là, vous voyez, ça sera quand on passera ici, donc c'est la deuxième saison, celle-là. Hop, voilà, et celle-là, tac, qui est pas, c'est la première, hein. Hop, voilà, je vous la prends, voilà. Donc, typiquement, vous allez prendre ce tas de cartes que vous allez mettre ici pour vous rappeler, tac, que bon, vous ne le voyez pas, il est hors chambre, enfin peu importe, que ça sera au changement de saison que vous mettrez ces cartes-là, vous allez voir pourquoi, ça c'est les cartes de cette saison-là, et enfin ça, c'est les cartes de cette saison-là, excusez-moi, et celle-là, c'est les cartes de cette saison-là. Alors que fait-on? En fait, c'est indiqué ici, regardez, il faut toujours regarder. Au tout début d'une manche, qu'on commence par faire, c'est poser 4 cartes de la saison en cours. On commence toujours par là. Donc là, j'ai 4 cartes, et je vais les mettre ici. Et ça, ce sont des artisans qui sont donc disponibles, qu'on va pouvoir placer sur le plateau. Alors là, vous me dites, bah oui, alors du coup, au début, on commence, il n'y a rien du tout. Non, si, il y a quelque chose. En fait, on commence la partie avec 4 artisans de départ, vous voyez, qui sont comme ça, et chaque joueur va en choisir un dans l'ordre inverse du tour. Donc on en choisit un en fonction, vous verrez de ce qui est écrit, et on est obligé de le placer dans les 4 coins, ici, des différents bâtiments. Alors pourquoi? Parce que c'est les coins les plus dangereux quand il y a du feu. Donc chaque joueur va placer une carte, alors mettons qu'on joue à 3, donc bah, on va en mettre 3, voilà, on a choisi, enfin chaque joueur a choisi, la 4e, elle ne sera pas utilisée. Donc on commence pas avec personne. Encore une fois, mais il faut les placer bien sur les carrés. Donc ensuite, comme je vous disais, à chaque manche, on va en révéler 4, comme ceci. Mais j'ai bien dit à chaque manche. Ensuite, à cet endroit-là, en fait, on met son bonhomme, là, et c'est la phase A. La phase A, c'est venir placer son bonhomme, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ça dépend. Comme c'est indiqué ici, le premier, c'est celui qui est le plus en avancée sur la piste de feu, et on vient le placer, ben, ma foi, sur une de ces cases-là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui donnera l'ordre du tour. Donc chaque joueur va faire ça. Hein, premier joueur, deuxième joueur, troisième, hop, chaque joueur va faire ça. Une fois que chaque joueur a fait ça, on passe à la phase B. Alors la phase B, c'est quoi? Je vous ai dit qu'on va mettre des cartes derrière. Eh bien, les cartes, c'est à ce moment-là qu'on va la faire. C'est à moi de jouer, je vais pouvoir faire mon action, celle de bouger puis de faire les actions. Mais avant de faire mes actions, petit 1, soit je gagne des revenus, bah oui, et c'est quoi? Eh bien, je gagne 4 mônes. C'est-à-dire, je peux décider de gagner 4 mônes. Bon, bah super, bah, je décide de faire ça. Alors par contre, je n'installerai pas d'artisan. Donc soit je fais ça, soit j'installe un artisan.
Donc je le choisis parmi ceux qui sont disponibles, bien évidemment. Je le prends, mettons que je choisis celui-là, je paye, et oui c'est payant. Et le prix il est ici, vous voyez? Là, celui-là, il coûte 6 thunes, ce qui est beaucoup, beaucoup. Et quand il y a un petit symbole comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en prenant ce bonhomme-là, je monte sur la piste de lutte contre le feu de 1. Donc ces bonhommes-là, avec ce petit symbole-là, surveillez-les. Alors ce symbole-là, on a tendance à le louper, à ne pas le voir. C'était le cas sur les cartes du jeu précédent. Bah, c'était pire la dernière fois. Là, c'est vraiment collé au prix, donc regardez bien. Dès que vous avez ça, n'oubliez pas de monter sur la piste de lutte contre le feu. Surtout, n'oubliez pas. Donc vous le prenez, et puis bah, vous allez le poser un peu où vous voulez, ma foi, sur les cases disponibles. Alors n'importe comment, non. Alors vous allez voir en scoring, en fait, poser un artisan, ça se réfléchit bien. Alors vous avez 4 emplacements, là, les 4 au coin, qui coûtent 2 mônes de plus. Donc si je venais le placer ici, c'est pas 6, mais 8 qu'il faut que je claque, car évidemment, vous doutez bien que ces 4 zones-là ont beaucoup d'importance. Vous allez voir sur le scoring pourquoi ça a de l'importance. En tout cas, c'est la première chose. Je peux soit gagner 4 mônes, soit prendre un artisan, payer, et puis le mettre, bon, disons que le joueur décide de le mettre là. Et le mettre ici. En sachant que je remplace pas, hein. Ici, hein. Donc après c'est au joueur suivant, donc l'ordre du tour a quand même de l'importance, mais l'endroit où vous voulez arriver a aussi de l'importance. Avoir des sandales, ça vous permet de jouer plus tôt, de prendre peut-être en premier une carte ici, donc de façon à prendre la meilleure, si on a une qui sorte. Mais à ce moment-là, si vous êtes ici, qu'il n'y a que 1, vous avez intérêt à avoir des sandales quand même. Le malus dont je vous parlais ici, c'est quoi? Bah, c'est très simple, c'est qu'à cette phase-là, où vous pouvez soit gagner 4 mônes, soit d'acheter un artisan et de le placer, et ben si vous avez fait ça, vous ne le faites pas. Vous gagnez juste 1 mône. C'est tout. Interdiction de prendre des artisans, et vous ne gagnez pas 4 mônes, mais 1 mône. Ça c'est vraiment pas terrible, parce que l'argent est tendu, on en a besoin, un seul mône c'est pas beaucoup, enfin une thune, et pas placer d'artisan, bah, c'est un peu pénible. Mais vous le ferez quand même, vous verrez, ça arrivera. Bon, après vous êtes premier à jouer. Et vous vous placez où vous voulez, vous avez une à 4 cases de déplacement. Plus les sandales, évidemment. Mais en fait, lorsque vous placez un artisan, il y a une petite mécanique en plus, ce sont vos koboons. Alors vos koboons, ce sont ces petits meeples, là, hein, qui ressemblent tout à fait, c'est les mêmes que ceux de l'ancienne version, sauf que vous voyez, c'est imprimé dessus, alors que l'ancienne version n'était pas imprimée. Donc en fait, on en a 4 hein, dans la partie, donc je vous mets ici, parce que c'est le remplacement. Et lorsque l'on place un artisan, on vient placer un de nos koboons, qui le représente, en fait, l'artisan, ici sur la case du bas. Alors bah, du coup, par exemple, ce joueur, mais s'il avait placé cette carte-là, il aurait dû faire ça et ça. Tac. D'accord? Donc ça, on vient placer les deux. Donc on ne peut pas avoir, à un moment donné, plus de 4 artisans sur le plateau, puisqu'on a 4 koboons. Et quand on a placé nos 4 artisans, on ne peut plus en placer d'autres. Et ouais, donc il va falloir voir. Alors, les artisans, vous allez voir, vont partir, et on va récupérer nos koboons pour mettre de nouveaux artisans. Et oui, vous allez voir ça dans un tout petit instant, et d'ailleurs, ça va être quasi maintenant. Donc, vous achetez éventuellement un artisan, ou vous prenez 4 mônes, ou si vous avez fait ça, vous prenez qu'un mône et c'est tout. Une mône, encore une fois, qui est la monnaie. Ensuite, vous allez vous déplacer. Alors, vous déplacez selon le chiffre qui est là. Éventuellement, vous défaussez des sandales pour augmenter votre déplacement, et puis vous arrivez à un endroit donné. Et là, vous allez faire l'action, soit de l'échoppe, et d'une des deux cartes qui est derrière, quand vous avez le choix. Et là, je vous montre juste une petite chose très importante. Comment marchent ces cartes? En fait, ces cartes, ici, vous avez l'action qui est offerte par l'artisan. C'est-à-dire que quand je viens ici, si l'artisan est là-bas, je peux, en l'occurrence, sur cette carte, gagner 2 thunes. Comme ça, paf, je gagne 2 thunes. Si vous placez cette carte-là, vous doutez que les autres joueurs vont venir, parce que c'est bien ça quand même. Hein. 2 thunes, c'est quand même très très bien. Ensuite, vous avez votre koboon ici. Si vous faites travailler votre propre artisan, ça s'arrête là. Vous prenez ce qu'il vous offre, alors parfois c'est des cadeaux, mais c'est pas toujours des cadeaux, hein. Parfois il faut payer pour pouvoir avoir quelque chose, et c'est tout. Par contre, si c'est un autre joueur qui est venu faire travailler votre artisan, il progresse en expérience, et pour ça, vous le faites grimper d'une case. Ah, et ça c'est bien? Oui. C'est bien, pourquoi? Parce qu'il y a une phase de revenu à la fin de chaque saison, et vous allez gagner ce qui est écrit sur la case qui est devant votre koboon. Par exemple, en fin de saison, grâce à lui, s'il est à cet endroit-là, je gagne 2 mônes, 2 thunes. S'il est à cet endroit-là, donc s'il a travaillé 2 fois avec d'autres joueurs que moi, je gagne à nouveau 2 thunes. Et alors c'est une carte de départ, c'est pour ça qu'elle n'est pas très puissante. Et s'il est là, et qu'un autre joueur vient le refaire travailler, pas de problème, mais il ne monte plus, il part à la retraite. On le récupère, on pourra placer un nouvel artisan. Et la carte, elle devient quoi? Eh bien, la carte, on la garde et on va la mettre sous son plateau personnel. Si j'y arrive, hop, voilà. On va la mettre sous son plateau personnel. Alors, ça, c'est important, vous allez voir, oui. Parce que les cartes qui sont ici sont importantes en scoring fin de partie. Mais autre chose, je viens de vous parler du revenu que je vais détailler. Vous me dites, ah bah c'est bête, celui-là, il me rapportait 2 mônes, l'autre ne me rapporte plus rien. Non. Tous les retraités vous rapportent le maximum.
ici, systématiquement. Donc, en phase de revenus, vous allez toucher en fonction des artisans sur votre plateau et de vos retraités avec le maximum. Donc quand ils partent à la retraite, c'est souvent une bonne chose, mais vous allez voir dans un instant, pas toujours. Il faut qu'ils partent à la retraite avec un bon timing. Donc pour vous, il y aura des moments où ça sera intéressant qu'ils partent à la retraite, et pour vous, les autres joueurs, ça vous intéressera peut-être de vous faire partir à la retraite un artisan à un moment précis qui va vous embêter. Et comme c'est un peu eux qui décident, parce que c'est quand ils vous le font travailler que ça monte et pas vous, il y a des petites choses à faire à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de choses que vous voyez qui s'imbriquent dans ce jeu, donc il va falloir bien calculer. Sachez qu'il y a un moyen de faire vieillir ces artisans, c'est de les faire progresser en expérience sans que ce soit les autres joueurs qui le fassent. C'est si vous faites un tour complet. Donc on commence toujours ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien si vous arrivez là et que vous repassez ici, regardez, il y a ce symbole-là qui signifie que tous vos artisans, si c'était jaune, grimpent d'un cran. Et donc, vous pouvez en envoyer à la retraite comme ça. Donc ça, c'est le seul moyen que vous avez, vous, en contrôle, pour faire vieillir vos artisans. Donc c'est toujours bien équilibré. Donc normalement, c'est les autres joueurs, mais vous avez un moyen aussi de les faire vieillir. Donc peut-être parfois, vous voudrez aller un petit peu vite pour pouvoir les faire vieillir. En tout cas, quand vous avez fait votre action, c'est fini. Soit, je vous le répète, l'action de l'échoppe, une des deux là, ou rien, faut ce que vous voulez dans ce que je viens de vous dire. Et vous récupérez ce petit bonhomme là pour dire, moi j'ai joué, c'est fait, je vous le remettez là. Et votre manche est terminée. Et puis chaque joueur va faire pareil, et puis quand c'est fini, c'est la fin de manche. Donc en fin de manche, on va faire avancer ça ici, bien évidemment, puisqu'on a avancé de manche. Et on va respecter ce qui est écrit ici. Alors là, vous avez le symbole que je viens de vous montrer, là, avec le petit pion qui avance. Et la première chose, c'est ça. Alors ça, c'est quoi? Regardez, c'est la même icône, même si vous voyez pas très bien, c'est pas très grave, c'est une icône de cartes et des pièces qui tombent dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on arrive en fin de manche, comme ça, tous les artisans qui n'auront pas été choisis, on va leur mettre une pièce dessus. Et ça, c'est bien pourquoi? Parce que cette pièce, en gros, c'est une réduction. C'est-à-dire que je vais venir une pièce ici, et une pièce ici. Donc dorénavant, pour la manche suivante, celui-là, il ne vaut plus 2, mais il vaut 1, celui-là, il vaut plus 2, mais il vaut 1, celui-là, il vaut plus 3, mais il vaut 2. Tout simplement. Et après, on recommence. Donc, on recommence à mettre 4 cartes. C'est le début de la manche suivante, donc de la deuxième. Donc, je remets 4 cartes. Et oui, je rajoute les cartes. Donc, ça veut dire qu'il y en aura encore plus des artisans qui seront disponibles à la manche suivante, dont un certain nombre, certes, qui ont moins plu, et qui vont, eux, coûter encore moins cher, puisque vous récupérez la pièce, en fait, avant de les payer, tout simplement. Alors, par contre, je vous ai dit, quand on arrive ici, il va se passer des petites choses un peu particulières. On va changer de saison. Alors déjà, vous avez les revenus dont je viens de vous parler. C'est-à-dire qu'on va regarder sur le plateau de jeu, là où vous avez les Kobun, et on va regarder la case qui est juste devant pour voir ce qui vous rapporte tout de suite. Donc ça, on le fait pour chaque joueur va prendre, sans oublier vos retraités qui vous rapportent le maximum. Alors ne les oubliez pas, moi je les oublie toujours, donc ne les oubliez pas. Donc on va déjà toucher tous ces revenus, donc le jeu va forcément crescendo. Et d'ailleurs, les cartes ici vont crescendo. Elles sont de plus en plus chères, et elles sont de mieux en mieux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous voyez, ici, il y a écrit carte barrée. Pourquoi? Parce que quand on change de saison, on retire toutes les cartes qu'on avait mis ici. Donc, on les enlève. On prend le tas de la manche suivante, hop, des artisans de la manche suivante, tac, qu'on met là. Et au début de la manche suivante, bon, pas à ce moment-là, mais au début de la manche suivante, on en remettra 4 nouveaux, comme toujours, mais ça sera la nouvelle saison. Je vous dis, les cartes vont crescendo, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui est écrit là. Et là, c'est quoi? En fait, il y a des jetons, que je ne vous ai pas encore montré. Ces jetons, ils sont pareils, ils sont comme les saisons. Vous voyez, regardez, vous avez des jetons avec des icônes de saison derrière. Donc c'est pas pour rien, on va les placer aux différents endroits. Donc je vous ai mis les jetons, mais en fait, à toute première manche, il y a aussi des jetons comme ça. En fait, c'est quoi ces jetons? Vous avez des jetons pipe, comme vous voyez ici, je vous en mets 2 là. Des jetons blague à tabac, on va dire tabac, que je mets ici, et des jetons poissons, que je mets là. Et en fait, ça, c'est ceux de la saison. Lorsqu'on va changer de saison, s'il en reste ces jetons-là, on les enlève et on met ceux de la nouvelle saison. Pareil ici et pareil ici. S'il en reste, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va pouvoir les gagner. Et vous allez voir à quoi ça sert. Une fois qu'on a fait ces deux changements, on suit ici le symbole, carte point d'exclamation, on gagne nos revenus. Donc on va regarder, voilà, je gagne ça, je gagne mes retraités, etc. Ici, c'est quoi? Alors, la premier scoring de fin de manche, enfin, c'est le scoring de fin de manche, ça, c'est très, très important. On va regarder, pour chaque maison que vous avez ici, s'il y a des artisans qui sont de la même école, on va dire, avec ce symbole ou la couleur de la carte. Je vais essayer d'en trouver pour vous montrer un petit peu comment ça va marcher. Donc, comment marche le scoring? En fait, on va regarder chaque bâtiment, comme je vous ai indiqué, et on va regarder donc en gros les écoles des différents artisans. Déjà, il y a un scoring uniquement s'il y a plusieurs cartes d'une même école. Dans ces bâtiments-là,
Cette carte-là de cette école-là, vous voyez, il n'y en a qu'une. Donc déjà, vous oubliez, il n'y aura pas de scoring. Par contre, pour cette école-là, vous voyez, il y en a deux. Donc il y aura un scoring. S'il y en a deux ou trois, il y a un scoring. Comment ça marche? C'est très simple. Pour chaque joueur qui a un Kobun, donc l'artisan lui appartient, qui est de l'école considérée, il va marquer autant de points que le nombre de cartes de l'école multiplié par son nombre de Kobun de l'école considérée. C'est simple. Là, j'ai deux cartes marteau, là, artisan. 1, 2. Joueur jaune a un Kobun jaune pour cette école-là. Donc, deux cartes de cette école que multiplie 1, puisqu'il n'a qu'un seul Kobun, ça lui fait 2 points. Pareil pour bleu ici, qui a deux cartes, hein, on se fout des couleurs des Kobun, par contre, que multiplie, il n'en a qu'un de Kobun sur cette école-là, que multiplie 1. Donc, ça lui fait 2 points. Là, ici, cette carte-là ne lui rapporte rien, puisque je vous dis que ça ne score que s'il y a au moins 2 cartes de l'école considérée. Donc celle-là ne lui rapporte rien. Mais si on avait été comme ceci, eh bien bleu, à ce moment-là, gagnait ses 2 points pour ça, mais regardez, il a 2 cartes comme celle-ci. Donc 2 cartes de cette école, que multiplie le nombre de Kobun qu'il a pour cette école, ça fait 2 fois 2, 4 points. Et donc oui, on va essayer de placer dans un bâtiment des artisans de la même école, de façon à, en fin de manche, faire ce scoring-là au maximum. Il faut scorer quand même en fin de manche. Mais vous allez voir qu'il y a un scoring de fin de partie qui vous pousse à faire des écoles différentes. Donc il faut arriver à tout faire matcher. En tout cas, ça c'est la petite fleur là. Hein. Pourquoi la petite fleur? Parce que la petite fleur c'est le symbole des points. De scoring en fonction des affinités, comme je viens de vous le décrire. Attention, vous avez 1, 2, 3, 4 bâtiments sur lesquels on fait, hein, sur les 4 cartes. Mais en plus, vous avez un groupe ici au centre. Et on va le faire aussi pour ces 4 cartes là. Hein. Donc c'est-à-dire que les cartes qui sont dans les coins, là, ici, eh ben, elles vont compter à la fois pour les points de groupe par là, mais aussi, pardon, par bâtiment, mais aussi pour les points pour ce groupe central. Donc une carte peut scorer 2 fois. Donc à vous de voir, bon, elle coûte plus cher, hein, bien évidemment, pour les mettre là. Mais elles peuvent scorer 2 fois. Donc ça peut être intéressant en fonction des cartes qu'il y a là. Donc vous voyez comme il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir à ce que l'artisan intéresse les autres joueurs. Parce que si l'artisan n'intéresse pas les autres joueurs, ils viendront jamais, il montera jamais, il partira jamais à la retraite, il restera avec le plus petit revenu et il vous bloque un Kobun jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc il faut que ça les intéresse. D'un autre côté, il faut faire matcher les écoles de façon qu'il y ait vos Kobun dessus pour qu'à la fin de manche, bim, vous scoriez. Et si vous mettez dans un coin, que ça matche aussi avec ce coin-là pour que bim, vous rescoriez. Donc il faut faire attention aux actions, mais aussi de l'échoppe, vous allez voir, sur laquelle vous mettez pour que si possible ça combotte, que ça attire les gens, hein, toujours. Et encore une fois, au point que je viens de vous écrire. Donc vous voyez, tout ça, il faut réfléchir. Et en plus, vous allez voir, en fonction des retraités, vous aurez des points fin de partie où il faut aussi tenir compte de ça pour le choix des artisans. Donc les artisans, c'est un peu le nerf de la guerre. Là. Alors vous avez par exemple, vous voyez des cartes qui, quand vous venez activer l'artisan, en fait, vous fait monter sur la piste de feu. Bah, si vous la mettez sur un de ces deux endroits-là, quand un joueur vient ici, il va pouvoir en un coup, grâce à l'action de l'échoppe et de cet artisan, monter de 2 sur la piste de feu. Donc ça, c'est très attirant. Donc vous êtes sûr que lui, il a des chances de vieillir vite. Alors il faut savoir, puisque là je vous le montre, que vous avez ici, vous voyez, quand il monte, il n'y a pas de cadeau. Par contre, vous avez un cadeau à la fin. Alors vous avez des cartes comme ça, qui vous donnent des cadeaux uniquement quand il part à la retraite. Bon, pendant tout le temps où il a travaillé, vous n'avez rien apporté, mais par contre, c'est des jetons qui vous font tricher avec les règles. Il y a un jeton qui vous évite un incendie, vous avez un jeton qui vous permet en permanence de déplacer votre bonhomme d'un cran de plus. Donc il y a comme ça 3 ou 4 jetons. Et c'est ces personnages. Alors évidemment, si vous les mettez comme ils vous rapportent rien, il faut que vous les mettiez à un endroit où tout le monde va y aller pour que vite ils partent à la retraite et qu'ils vous rapportent ce jeton. Bon, après des cartes, il y en a des tonnes, hein, je vais pas toutes vous les montrer, mais il faut bien comprendre qu'il y a des choses comme ça à faire. Je reviens là, donc là vous aviez le scoring que je viens de vous expliquer, et là c'est quoi? Et bien ici, il faut nourrir ces Kobun. Et oui, on a une petite pression. Vous allez devoir donner un riz, hein, à chacun de vos artisans qui est sur le plateau. Et si vous n'avez pas assez de riz pour les nourrir, qu'est-ce qui se passe? Et bien chaque artisan non nourri s'en va. Vous récupérez votre Kobun et vous enlevez la carte qui est défaussée. Donc ça, c'est pas terrible, hein, parce que s'il est là, vous étiez prêt à l'envoyer à la retraite et qu'il est obligé de partir, vous n'allez pas être très content. Hein, quand même. Donc il faut avoir du riz. Alors vous verrez, à cause des scorings là, en mettant les cartes, il se peut que juste avant de faire la fin ici et de devoir les nourrir, vous preniez une carte, vous l'achetiez, vous la posez en sachant pertinemment que vous ne pourrez pas le nourrir. Et vous dites c'est pas grave, je le pose juste une fois, je pose un Kobun, tac, on arrive en fin de manche, scoring, génial, il matchait bien avec les autres écoles, donc il me rapporte des points, et juste derrière on nourrit, bah, je ne peux pas le nourrir, je le renlève. Et en fait, bon, bah, ma foi, ça vous aura coûté un peu de thunes, c'est vrai, mais vous allez en prendre un qui est pas cher. Par exemple, lui, vous voyez, coûte qu'un, vous le mettez ici, bim, ça match, bah, ça vous fera des points, et si vous ne pouvez pas le nourrir, bah, vous le dégagez, c'est pas très grave. Donc, encore une fois, ça, c'est ce qu'on va faire en fin de manche. Hein, remplacer les cartes, remplacer les jetons
poisson, tabac et pipe par les nouveaux de la saison, prendre ses revenus, gagner les points d'affinité, comme je vous l'ai expliqué, et nourrir donc ses kobun. Donc vous avez une pression sur le riz. C'est-à-dire que ça va vite. À la fin de chaque saison, il va falloir nourrir. Et quand même, la plupart, généralement, vous voudrez les nourrir. Donc parfois, vous prévoyez un plan pour faire des points, mais au milieu de ça, il ne faut pas oublier d'avoir du riz. Si vous n'avez pas de riz, c'est foutu. Donc vous avez, pareil, ces bonhommes qui ramènent du riz, en règle générale, les gens, on y va, quoi. Hein. Donc si vous les mettez aux bons endroits, vous êtes sûr que lui va vivre. Alors juste un mot sur ces jetons. En fait, vous voyez, vous avez 2 poissons, donc 2 tabac et 2 pipes. En fait, c'est assez simple. Quand vous venez ici, vous pouvez faire donc une de ces 2 actions-là et acheter soit un tabac, soit une pipe, soit un tabac et une pipe. Mais il faut payer le prix. Hein. Alors, le prix est indiqué ici, 4 là en l'occurrence. Alors, les tabacs, c'est toujours pareil, c'est du point de victoire fin de partie. Alors là, c'est juste 3 points, 2 points, enfin voilà, mais par contre, les autres, c'est des points conditionnels. Il y en a un, par exemple, vous gagnez 1 point pour 2 niveaux de lutte contre le feu que vous avez atteint. Donc, si vous avez celui-là, en tabac, si vous faites 10, ça vous fera 5 points de victoire en fin de partie. Donc ça, c'est des points. Les pipes, c'est des cadeaux, généralement, c'est de la lutte contre le feu. Donc quand vous achetez une pipe, vous montez sur la lutte contre le feu. Mais c'est pas tout. Ça et ça, c'est fin de partie en points, là, je vous l'ai dit. Mais les pipes jouent. Et vous allez voir dans un instant pourquoi. Donc, ces pipes, c'est pour lutter contre le feu. Les tabacs, c'est des points de victoire fin de partie. Les poissons, c'est pareil, c'est des points de victoire fin de partie. Donc pareil, si vous arrivez ici avec votre bonhomme, l'action de l'échoppe, c'est de vendre du poisson, 4 ou 2. Il y en a toujours un qui est plus cher que l'autre, mais qui vous rapporte des points de victoire. Là, vous voyez, il vous rapporte 1 point de victoire en plus. Alors avoir du poisson, ça sera des points de victoire fin de partie. Celui-là vous rapporte 1, mais vous en avez qui vous rapporte 7 points de victoire fin de partie. Hein. Les dernières saisons, je crois. Donc c'est énorme. Bah, par contre, il coûte 9 pièces, hein, donc il va falloir se le payer, ce joli poisson. Donc ça, c'est les jetons dont je viens de vous parler. Donc, on a tout vu, sauf les scoring de fin de partie, cette manche-là, et puis le feu, hein, le feu, je vous l'ai dit. Ben, en fait, quand on arrive à la fin de cette manche-là, la manche 5, un feu de force 5 se déclare. Alors on a des petits jetons comme ça, et quand on arrive là, ben, le joueur qui est le plus avancé sur la piste de feu retourne le premier, et c'est là que le feu démarre. Alors il démarre où? Alors faites attention, là la couleur, en fait ça correspond, regardez, au symbole que vous avez là. Vous voyez? Vous avez couleur et dessin. Alors merci à propos à Sorry We Are French, parce qu'ils ont fait attention aux daltoniens. Tout marche par code couleur, mais il y a systématiquement des dessins très clairs. C'était le cas sur le premier jeu, mais par contre c'était pas clair du tout les dessins. Là, c'est très clair. Donc là par exemple, vous avez quoi? J'ai tiré ça. Là, vous avez un feu de force 5 qui se déclenche ici. Parce que c'est ça. Comment ça marche un feu de force 5? Et ben on considère que le feu arrive ici, il commence toujours sur l'extérieur, hein, quel que soit l'endroit où il commence, et il est de force 5. Là, s'il y a un artisan, bon là il n'y en a pas, mais s'il y en a un, à ce moment-là, on regarde à quel niveau de la piste de lutte contre le feu est le joueur à qui il appartient. Si son niveau est au moins égal à la force du feu, 5, il ne se passe rien, l'incendie s'éteint. Donc ça veut dire que les joueurs qui sont après lui sont protégés. Si lui il brûle, parce qu'il avait une lutte contre le feu trop faible, ou alors s'il n'y avait personne là, donc ça avance, le feu arrive ici, mais il perd 1 en force. Donc s'il était de 5, il passe à 4. Puis là il passera à 3, et là il passera à 2. C'est pour ça, plus vous mettez des artisans vers l'intérieur ici, moins il risque de cramer, parce que plus la force du feu sera faible. Donc c'est un intérêt de les mettre vers là. Et puis ici, en plus, vous avez un groupe de plus pour les points. Donc c'est pour ça que ça coûte plus 2 là. Et à chaque fois on compare. Donc le feu est de moins en moins puissant, mais on compare l'artisan qui est là, le joueur, est-ce qu'il a une lutte contre le feu au moins égale? S'il l'a, le feu s'arrête. Et ceux qui sont après sont protégés. Donc parfois, si vous ne montez pas sur votre piste de lutte contre le feu, vous aurez pu gagner d'ailleurs l'artisan qui part à la retraite et qui vous donne le jeton qui est utilisable one shot, qui annule un incendie sur un de vos artisans, mais qui n'arrête pas le feu pour les autres, hein, ça c'est l'artisan particulier, ou bien vous fera en sorte, juste avant le feu, de foutre à la retraite ceux qui prennent des risques, hein, donc à ce moment-là, ça dépend un peu des autres quand même, hein. Ou alors, vous mettrez systématiquement derrière des joueurs qui sont hauts sur la piste contre le feu. Ça, c'est la lutte contre le feu, et à chaque fois, on remélange des petits jetons, hein, parce qu'il y en a un, évidemment, pour chaque coin, quoi. Et attention aux incendies, parce que là, il y a à nouveau un incendie à la 8e manche, mais il est de force 8, pas 5, et à nouveau un incendie à la 11e manche, et il est de force 10. Donc, il faudra être au maximum si vous voulez ne pas cramer. Donc ça c'est les incendies, donc vous avez une double pression en fait dans le jeu, vous cherchez à essayer de faire des points de victoire, on ne bouge que d'un cran, donc il faut bien le calculer, mais en plus il faudra quand même avoir du riz pour nourrir vos kobun à la fin de chaque saison, et en même temps il faudra surveiller les incendies pour monter suffisamment ou se protéger, donc il y a ces deux pressions permanentes sur vous, le riz et les incendies, c'est tout à fait sympa. Il faut savoir juste que la dernière manche est un peu particulière, donc quand on arrive à la dernière manche, en fait on enlève les cartes, on laisse les jetons ici éventuellement, et là chaque joueur, dans l'ordre de la piste de feu,
va prendre son bonhomme, le poser où il veut, et faire les actions qui sont au-dessus. Tout simplement. Ça, c'est la dernière manche, un peu particulière. On fait juste ça. Hop, je prends, je pose, je fais. Alors, il y a souvent de la concurrence, celui qui est le plus haut dans la piste de feu, qui joue en premier. Alors, pourquoi il y a de la concurrence? Parce que c'est souvent là où on construit des bâtiments. Alors, construire des bâtiments, c'est quoi? Je vous en ai pas parlé, mais en fait, on a 10 bâtiments, là, comme ça, dans le jeu. Alors, on joue qu'avec 6, on ne joue pas avec 10, et on va les mettre sur le côté du plateau, comme ça. Et en fait, si vous construisez un bâtiment, et ben, vous allez prendre le bâtiment, le placer sur une case qui va occuper, et mettre un de vos kobun. Alors, ce kobun-là, vous ne le nourrissez pas. Hein, donc, si vous le faites en début de partie, vous n'avez pas besoin de le nourrir, celui-là. Par contre, cette place est coincée, parce que ça ne bougera plus. Hein, ça c'est certain, ça ne vient pas matcher avec les écoles, hein. Ça ne bougera plus, et ça brûle, hein. Donc vos bâtiments peuvent brûler. Et en règle générale, c'est des points de victoire fin de partie. Alors c'est pour ça qu'on le fait souvent à la fin, parce que si vous mettez un bâtiment au début, pendant toute la partie il va pouvoir brûler, donc il va falloir le protéger, et ça vous bloque un kobun, donc c'est pas terrible. Donc généralement c'est fait à la fin, puis alors vous voyez, ça c'est un très fort, hein, 26 points de victoire, mais c'est souvent des points de victoire conditionnels. Regardez là, c'est 2 points de victoire par valeur de votre piste du feu. Donc c'est beaucoup de points, hein. Ces bâtiments-là, c'est ce qui rapporte le plus de points, je veux dire, sur une action qui rapporte des points. Alors, pour faire un bâtiment, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Il y a une action de fabrication, hein, qui est ici. Là, vous payez une thune pour pouvoir fabriquer. Hein, ou vous avez aussi des cartes, hein, qui ont des actions de fabrication, notamment avec des réductions. Vous avez, par exemple, une carte qui vous permet de fabriquer en dépensant un bois de moins. Pourquoi? Regardez, vous avez le coût ici. Celui-là, il coûte 4 bois. Mais tous ceux qui rapportent beaucoup, ils coûtent des koban d'or. Eh oui, 2 koban d'or et 3 bois. Il y a toujours du bois. Le bois, c'est tendu parce que vous n'avez pas de cartouche là qui vous rapporte du bois. C'est toujours des artisans qui vous font gagner du bois, comme celui-là. 2 thunes pour 2 bois. Quand il n'y a personne qui a de bois encore, si vous utilisez celui-là, vous êtes sûr que tout le monde va y aller parce qu'il faut du bois pour construire les bâtiments. Les koban d'or, vous les avez ici. 1 koban pour 6 pièces, 2 koban pour 10 pièces. Ouais, ça coûte des ronds, hein, quand même. Donc, en plus, il y a une course, hein, parce que vous allez surveiller les ressources des autres, vous allez bien voir les bâtiments qu'ils vont chercher à faire. Surtout que je vous ai montré qu'il y en a des conditionnels, où là, par exemple, vous rescorez vos poissons. Vous allez voir comment ça marche. Mais donc, c'est plutôt fait en fin de partie. Mais ça, c'était sur le jeu d'avant. Parce que aujourd'hui, sur ce jeu, maintenant, vous avez aussi des cartes qui vous fournissent des revenus conditionnels. Et ça, c'est très bien. Alors, en plus des points de victoire fin de partie, alors vous voyez la petite fleur, c'est points de victoire, mais elle n'est pas comme celle-là. Donc ça veut dire point de victoire fin de partie. Point de victoire fin de partie et revenu à chaque fin de manche. Là, en l'occurrence, c'est 2 points de victoire pour chaque carte artisan que vous... Non, pas 2 points de victoire, excusez-moi, 2 thunes, 2 mônes, pour chaque artisan que vous possédez de la même couleur, en ne considérant que la couleur que vous avez le plus. Donc ça, c'est revenu, comme ça à la fin de chaque manche, ce genre de bâtiment, vous aurez tendance à le construire tôt, pour pouvoir en profiter à chaque revenu. Ça, c'est bien, c'est des cartes qui, dans mon souvenir, n'existaient pas dans la première version du jeu. On n'avait que des cartes bâtiments de points de victoire fin de partie, conditionnelles, donc on construisait généralement en fin de partie. Mais ces cartes-là, qui sont des cartes de revenus maintenant, des bâtiments de revenus, et qui coûtent pas très cher en plus, elles coûtent pas très cher ces cartes-là, et du coup, elles vont être construites en début de partie, ce qui bloque des cases, définitivement, et bloque aussi les kobun, mais rapporte des revenus. Donc ça c'est une petite mécanique en plus dans la version 2021 que je trouve très très bien. Alors pour les points de victoire en fin de partie, c'est assez simple. Vous serez monté durant toute la partie sur cette piste-là, donc évidemment on va prendre les points, et ensuite c'est rappelé ici. Regardez, là vous avez des points qui sont indiqués, ça dépend des couleurs différentes d'artisans que vous avez. Si vous avez qu'une seule couleur, c'est 1 point, 4 points, 9 points, 16 points et 25 points si vous avez au moins un artisan de chaque couleur, soit parti à la retraite, soit encore sur le plateau, mais qui vous appartient à la fin de la partie. Ça se fait, ça se fait sans problème, donc on arrive à faire ces 25 points et surveiller les autres, parce que s'ils le font, autant que vous fassiez aussi, il faut quand même faire des points. Donc ça vous montre comment, en fin de partie, il est important d'avoir fait des artisans de couleurs différentes, mais en cours de partie, c'est la même couleur qui vous rapporte le plus de points en fin de manche. Donc vous voyez, ça va l'un contre l'autre. Ensuite, vous avez les poissons. Alors les poissons, je vous ai dit que si vous venez ici, vous achetez un des poissons. Déjà, les poissons, juste une chose, j'ai oublié de vous le dire, vous n'avez le droit d'avoir qu'un seul poisson de chaque saison. Vous n'avez pas le droit d'acheter les deux. Donc vous en achetez un et vous le mettez là. Et c'est simple. Là, si vous en avez 4, si vous avez acheté un poisson à chaque saison, ce qui n'est pas facile, là, ça va vous faire 3 points, 6 points, 10 points et 15 points. Si vous avez les 4, c'est 15 points, les poissons. Les pipes et les tabacs, je vous ai dit, le tabac, c'est des points de victoire, c'est écrit, donc tous les tabacs que vous aurez, on va additionner les points de victoire inscrits dessus. Certains, je vous dis, sont conditionnels à d'autres actions du jeu. Mais si vous avez au moins une pipe, et c'est indiqué ici, vous multipliez par 2 vos points de tabac. Donc autant vous dire, vous allez prendre pipe et tabac, parce que vous n'allez pas ne pas multiplier par 2 les points de tabac. Donc du coup, pareil, là, c'est des scorings, vous voyez, là, c'est 15, là, c'est 25, là, ça sera sans problème, 15, 16, 18, 20. C'est beaucoup de points en fin de partie, ça. Mais ça se construit absolument toute
la partie. Alors après, vous avez cadeau pour vous consoler, un Koban d'or non utilisé, c'est 3 points, un bois non utilisé, c'est 1 point, et 4 mônes, c'est 1 point. C'est vraiment des cadeaux pour pas que vous pleuriez trop si vous restez des trucs que vous avez mal gérés. Donc il va falloir quand même bien calculer, parce que ces points de victoire fin de partie se construisent toute la partie, hein. Avoir toutes les couleurs, c'est au cours de toute la partie, avoir un maximum de poissons, c'est toute la partie, et avoir du tabac, c'est aussi toute la partie, avec un petit côté un peu opportuniste, ça dépend de ce que font les autres joueurs, bien évidemment. Alors sur l'autre face à 2 joueurs, vous avez que 3 cases comme ça ici, hein, mais la case du centre marche avec les 2 échoppes. Donc ça, c'est le point de règle qui n'y était pas dans la première version du jeu. Ensuite, ici, on n'utilise pas à 2 joueurs toutes les cases, ici, et vous avez un tas de jetons, et à chaque saison, je crois, en fait, on en prend un au hasard, il va masquer une des 4 cases, qui ne marchera pas quand on joue à 2 joueurs, pour qu'il y ait un peu plus de concurrence. Voilà, donc ça c'est les petites variations sur la règle, et puis il y a aussi des cartes neutres qu'on vient placer alors qu'il n'y en a que 3 pour bloquer un peu des emplacements, tout simplement. En sachant que ce jeu, je pense que le mieux c'est à 4 hein, quand même. Moi j'ai refait une partie à 3, alors c'est vrai qu'à 3 il y a un peu moins d'artisans, un peu moins de concurrence sur les emplacements des artisans, parce qu'on n'est que 3 à jouer. Quand on est à 4, il y a beaucoup plus de concurrence, donc l'interaction est encore plus forte. Donc c'est un jeu que je conseille à 4. Il marche très bien à 3, hein. J'ai fait une excellente partie à 3, c'était très bien, ça marche à 3, il n'y a pas de problème. Mais si vous jouez à 4, il prend un peu plus d'ampleur. Et à 2, je pense que ça doit être sympa parce que du coup, ils ont fait cet autre plateau et ils ont vraiment bien calculé leur coût. Voilà, c'était Iki. Donc pour moi, c'est un très bon jeu. Vraiment, il est très bien. Et ben, il n'a pas vieilli. Il est vraiment super. La seule chose qui a vieilli, c'est le matériel. Et ben, ça tombe bien puisque Sorry We Are French vous amène un matériel très joli, comme vous pouvez le voir. Alors on perd le côté très japonais estampe, mais par contre on gagne des iconographies beaucoup plus modernes, beaucoup plus de couleurs, ce plateau, et puis surtout le rappel de tout ce qu'on doit faire à chaque manche, parce qu'on se perdait, hein, comme c'était pas rappelé hein, dans l'ancien jeu. Là au moins on est bien clair, et puis si vous savez plus comment on marque les points de fin de partie, ben bim bim bim, vous avez tout sur votre plateau, hein, donc vous pouvez rien oublier avec les petites icônes ici, vous oubliez rien non plus. Donc ça c'est un gros apport de cette version là, on n'oublie plus rien, tout est indiqué, c'est clair, net, le jeu n'en est que plus fluide. Si vous avez l'ancienne version de Iki, ben à vous de voir, pour l'esthétique, pour ces aides de jeu, si vous voulez le racheter ou pas. Si vous n'avez pas Iki, si ça vous plaît, achetez-le, et ça doit vous plaire, parce que c'est très bien comme jeu. J'insiste, encore une fois, c'est un très bon jeu, dont je vous conseille l'acquisition. Voilà, bon jeu!